Eh bien bonjour, nouvel épisode biblio aujourd'hui avec Arnaud. Tu fais ton retour, donc bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui c'est moi qui choisis le livre. Et j'ai choisi de parler d'un livre de Jean-François Revel qui s'appelle La Grande Parade, qui a été publié en 2000 chez Plomb. Jean-François Revel, c'est d'ailleurs une des 5 figures qui apparaît sur notre logo au passage. Et le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Essai sur la survie de l'utopie socialiste ». Je pense qu'on peut ouvrir par un point de terminologie très bref, puisqu'il va être question, dans la suite de cette discussion, de libéralisme et de communisme. Il faut préciser que c'est des termes qui renvoient non seulement à des doctrines économiques, mais surtout, de manière beaucoup plus englobante, et c'est important de le souligner, à des doctrines politiques, l'un comme l'autre. On pourrait dire que le libéralisme renvoie à une doctrine un peu anti-politique, mais on va pas se lancer là-dedans. Ouais. En tout cas, voilà, c'est pas seulement des doctrines économiques. Voilà. Et alors, Revel appelle ce livre La Grande Parade, et par là, il renvoie à une sorte de défilé, on pourrait le voir comme ça, d'intellectuels, en particulier en France, au cours des années 1990, avec pour but la défense du communisme, des intellectuels donc, qui sont apparus dans les médias, qui ont écrit des livres, etc. Des intellectuels nombreux et relayés par les médias. Alors, il donne... Dis-moi. Excuse-moi, je me permets de faire une remarque. Est-ce que c'est un peu une itération du livre de Raymond Aron, écrit dans les années 50 ? L'opium des intellectuels. C'est ça, l'opium des intellectuels. Oui, ça m'y fait penser. Oui, tout à fait. C'est assez proche dans les thèses. Sauf que là, bon, il y a la nouveauté que l'Union soviétique s'est effondrée entre-temps. Et donc, c'est le contexte a changé, mais il n'en reste pas moins qu'il y a toujours une part importante des intellectuels qui continuent de défendre le communisme, sinon en pratique, au moins en principe. Et Revel commence commence pas tout à fait, mais assez rapidement dans l'ouvrage, il note que dans le siège immédiat de l'effondrement, déjà l'effondrement, il s'est pas effondré, mais disons la fin du mur de Berlin, et puis l'effondrement de l'Union soviétique. Donc dans le siège immédiat de ces événements, au début de la décennie 90, il y a ce qu'il caractérise, en tout cas lui, comme un abandon presque unanime du communisme chez les intellectuels, au moins dans leurs déclarations. Et il y a les intellectuels donc mentionnent sans trop d'embâche, sans trop d'ambiguïté, les catastrophes causées par les régimes communistes. Et d'après Revel, quelques années plus tard, vers la fin des années 90, eh bien, il se rend compte que le communisme est de moins en moins condamné, et le libéralisme, lui, par contraste, l'est de plus en plus. Donc, moins de 10 ans plus tard, il y a déjà une sorte de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un retour à la normale, ou en tout cas une sorte de latence. Les leçons... Oui, il y a eu peut-être le choc, un certain choc au début avec les découvertes de... Bon, je pense qu'on le savait depuis Raymond Aron, d'ailleurs, que certaines atrocités avaient été commises, mais il y a eu peut-être un électrochoc, et puis passé le stade de l'émotion, un retour aux vieilles idées, quoi.
Enfin, le livre de Raymond Aron, oui, c'est vrai qu'il en parle des crimes commis par les régimes communistes. Mais surtout, il y avait le fameux discours de Khrouchtchev après la mort de Staline, en 1953, je crois, où plein de crimes d'immense ampleur avaient été admis, ce qui ne veut pas dire que par la suite, l'Union soviétique n'ait plus commis de crimes contre son peuple ou contre d'autres. Mais d'accord. Ok. Donc il y a cette évolution qui est perçue par Revel. Et donc c'est si on veut, c'est lié à ce qu'il appelle cette grande parade, puisque cette grande parade, c'est ce phénomène de défense, de contre-attaque même, de la part d'intellectuels communistes au cours des années 1990. Et juste pour insister encore sur la signification multiple du terme parade, déjà il y a les deux sens assez évidents, qui est d'un côté cette idée d'un défilé ou d'un étalage quoi de biens ou de sorte de spectacle quoi où vraiment c'est les intellectuels qui se succèdent pour défendre leurs idées. Et puis il y a aussi la parade au sens dans les sports et même à la guerre, quoi, qui est le fait de parer un coup, que ce soit pour un soldat avec son épée ou pour un gardien de but au football. Il s'agit quoi de se défendre d'une attaque. Et là je vais citer un paragraphe, je vais le lire. Donc, Revel dit « Parade signifie, on le sait, à la fois l'action de parer un coup et l'étalage que l'on fait de ces ornements pour attirer l'attention sur soi. La grande parade de la gauche, depuis 10 ans, remplit cette double fonction. Il s'agissait pour elle de détourner ou d'esquiver la botte qui allait la retrancher de l'histoire, et en même temps de rester dans la comédie du pouvoir et le spectacle culturel, pour continuer à conduire le défilé ou la parade du cirque. Il s'agissait aussi, en termes de marine cette fois, de parer à virer, sans que cette volte-face fût trop voyante. Il s'agissait enfin de parer le communisme pour en sauver le plus possible, de la façon dont l'entendent les cuisiniers lorsqu'ils suppriment les parties non utilisables d'une viande, d'un poisson et d'un légume. Voilà, donc sens multiple du terme parade, bon ça c'est juste un peu pour le folklore quoi, mais ce titre m'avait attiré, donc c'est pour ça que j'insiste un peu dessus. Il y a un sens qui se dégage, pour moi, parce que j'ai pas lu le livre, mais j'ai l'impression que le sens premier, c'est un peu le faux semblant qui est donné par les intellectuels. On condamne rapidement et puis on retourne aussi assez rapidement à nos vieilles lubies, quoi. Oui, il y a de ça. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, je précise parce que là, il dit la gauche sans autre forme de procès à cet endroit-là. Bon, c'est assez compliqué, hein, mais Revel, bon, là, il est sans il ne fait pas de ménagement. Il dit la gauche au cours des années 90, etc. a participé, a conduit cette grande parade, alors que par ailleurs, à d'autres moments, il disait que à partir du moment où on ne prend pas en compte le critère de vérité, le critère de convergence des idées avec le réel, on se disqualifie comme étant de gauche. Donc, il avait cette vision idéaliste du terme de gauche, mais en même temps, il était extrêmement désabusé par rapport à la pratique des gens qui se disent de gauche. Juste au niveau de l'histoire du personnage, il me semble qu'il a commencé lui-même comme intellectuel communiste. Non, il a été communiste dans sa jeunesse. Oui. Oui, en tout cas socialiste, oui. Donc après, c'est pas forcément très clair dans sa tête. Oui, mais même après qu'il ait complètement changé d'avis sur ce point-là, il a continué à dire, et même peut-être encore plus que c'est une citation que j'avais reproduite dans un article qui avait été publié in fine par Contrepoint, où j'exhortais les sceptiques à faire preuve de pluralisme moral, comme ça avait été traduit in fine par Contrepoint. Cette citation où il disait que être de gauche, d'après lui, c'était avoir le sens de la vérité. Mais effectivement, oui, il avait comme beaucoup de jeunes intellectuels, adhéré aux thèses du socialisme. Et c'est surtout à partir de 1970
qu'il a rompu avec ça. Il a publié Ni Marx ni Jésus, son livre assez célèbre, qui marquait sa rupture avec ces idées-là. D'accord. Voilà. Et Revel, juste encore un point qui est un peu introductif. Il a écrit plein d'autres livres. Il y a La tentation totalitaire, L'obsession anti-américaine, La connaissance inutile, etc. Et il a aussi un livre, je crois que c'est une collection d'essais, qui s'appelle La fin du siècle des ombres. Donc il appelle le XXe siècle le siècle des ombres, en contraste avec le XVIIIe, qui évidemment était traditionnellement appelé le siècle des Lumières. Et il l'appelle ainsi pour la raison qui est la suivante, c'est-à-dire que les idées fondamentalement illibérales et fondamentalement opposées aux Lumières, qui sont celles des totalitarismes, ont été appliquées en Europe en particulier. C'est pour ça qu'il appelle le XXe siècle le siècle des ombres. D'accord. Voilà. Donc, essayons d'explorer un peu plus en détail les réactions en tout cas d'une partie importante des intellectuels de gauche à l'effondrement du communisme et aux années qui s'en sont suivies, aux réflexions qui ont eu lieu dans le débat public par rapport à cette fin du communisme, à cette fin, elle est pas totale, puisqu'il reste encore des pays qui, au moins partiellement, sont régis par ces idéologies-là. Mais il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique et de tous ces États satellites. Donc, voilà. Et une réaction que Revel met en évidence, c'est une sorte de cri de détresse de la part des intellectuels qui se lamentent parce que le communisme apportait selon eux tellement de beaux espoirs et mobilisait des gens tellement merveilleux. Et ça, c'est souvent contrasté. D'ailleurs, on l'entend en fait souvent dans les médias avec le libéralisme qui est présenté comme une idéologie gestionnaire. C'est quelque chose qui est récurrent. Et ça m'évoque d'ailleurs les heures les plus... les heures les plus frappantes de la Gegenaufklärung allemande, Sombart, Müller, Van den Broek, etc. Ces auteurs-là en particulier, qui aimaient dresser une opposition entre d'un côté cette sorte de médiocrité commerçante du libéralisme, tu sais, les petits marchands, on pourrait presque dire les marchands du temple. Une certaine comptabilité contre une espèce de grandeur de cœur et tu évoques Sombart, donc ça m'y fait penser, mais je sépare d'un côté, par exemple, Sombart qui mettait en avant le guerrier et des choses peut-être un peu plus communes, surtout à notre époque, où on met en avant plutôt le cœur, le partage, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Une espèce de bonté héroïque. Voilà, une beauté héroïque, mais c'est quand même assez différent. Sombart, c'était quand même assez plutôt dans la violence, je pense. Tout à fait. Oui, c'est pas la même chose. Mais oui, effectivement. Donc là, je parlais de Sombart, entre autres, et oui, il y a ce culte de l'héroïsme guerrier qui est clair et qui est opposé à cette médiocrité marchande et comptable, comme tu le dis bien. Qui serait celle du libéralisme, et donc il y a cette détresse par rapport causée par cet effondrement d'un rêve en fait, qui est clair. Et ça c'est lié fondamentalement et étroitement au fait que le communisme est souvent perçu comme un système parfait, un système qui serait parfait. Revel note évidemment, c'est facile, mais bon, on aurait tort de pas le faire, que c'est un système parfait qui ne produit jamais que ce qui est présenté comme l'exact contraire. Attends, il faut que je relise ça parce que j'ai l'impression que c'est pas ça que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais pour les le communisme est présenté comme un système parfait, mais en pratique, il ne produit jamais que l'exact contraire de ce qu'il est censé être. Oui. Voilà. Et ça révèle le contraste bien avec le libéralisme dont il n'est pas revendiqué normalement que c'est un système parfait. Oui. Mais comme il le note bien, il y a cette accusation permanente du libéralisme, puisque dans la mesure où c'est le système qui est en vigueur dans les démocraties libérales, donc c'est une mesure partielle mais quand même importante,
les problèmes humains qui existent lui sont souvent reprochés. Et bon, alors qu'en fait, il ne prétend pas résoudre tous les problèmes et certainement pas comme ça de manière immédiate. D'autant plus que il n'y a eu qu'à partir de Stuart Mill qu'on a ajouté peut-être pour certains courants une partie utilitariste au libéralisme, mais à l'origine, ce n'est pas une doctrine politique utilitariste qui prédit de faire le bien. C'est une doctrine de la liberté qui s'applique de façon individuelle. Donc c'est pas un projet de société, de grandeur de société. C'est simplement un projet d'émancipation. Et donc ça me semblait nécessaire de le noter pour faire la différence un petit peu entre le communisme, qui est vraiment une doctrine utilitariste, et le libéralisme qui, comme tu l'as dit, on l'accuse de certains maux, mais il n'a pas prétention à résoudre les problèmes de l'humanité. C'est juste une revendication de la liberté individuelle. Oui. Il y a un pluralisme quand même dans la littérature libérale. Voltaire, par exemple, disait que le libre-échange favorise la collaboration, la fraternité, etc. Donc il y avait quand même cette notion, souvent, selon laquelle non seulement le libéralisme garantit les libertés individuelles, mais en plus qu'il va avoir des conséquences bénéfiques. Divers auteurs ont insisté sur divers points qu'ils considéraient comme plus ou moins importants. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que si tu regardes bien, la plupart du temps, quand des arguments utilitaristes sont avancés, c'est pour justifier l'application de la liberté. Si tu veux, les arguments utilitaristes ne sont pas la fin, en fait. C'est le moyen. C'est un argument. Ça reste souvent un argument. Il y a eu quand même quelques auteurs qui ont fait de ces moyens une fin, mais en général, ça reste quand même majoritairement, je crois, un moyen. Je comprends. Ouais, c'est une distinction fine, mais judicieuse à faire. Ok. Bon, pour en revenir à Revel, je crois qu'on a été clair. Il note que effectivement les problèmes humains sont volontiers attribués au libéralisme. Il y a une nouveauté à partir de l'effondrement de l'URSS et de ses États satellites. Et il y a aussi évidemment de manière plus ou moins simultanée une vague de sortie du communisme en Asie et en Afrique qu'il faut noter. Il y a une nouveauté qui est justement le fait que le communisme devient rare à l'état réel. Et du coup, chez les intellectuels, à partir de ce moment-là, il y a le besoin de défendre les régimes communistes qui existent réellement n'existe plus vraiment, puisque ces régimes n'existent plus. Donc ils n'ont plus besoin de défendre le communisme réel ou le socialisme réel. Ils peuvent procéder à un retour au rêve de l'utopie. C'est un point important qu'il mentionne. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, il passe du soutien actif à une expérience au retour à l'abstraction et à la théorie. C'est ça. D'accord. Avec évidemment le bémol qu'il faut préciser, c'est-à-dire qu'évidemment tous les intellectuels se réclamant du communisme n'étaient pas des turiféraires de l'Union soviétique, certainement pas. Hein. Après les années 50, mais il y avait quand même une sympathie nette, au moins une tolérance ou une sorte de une sorte de compromis, c'est-à-dire selon lequel on disait bon, effectivement le communisme réel c'est pas le joujou, mais c'est pas si pire que l'Occident, c'est pas si pire que le libéralisme et le capitalisme. Au moins il a le mérite d'exister.
il y avait quand même même si l'enthousiasme n'était pas toujours là, il y avait quand même une tolérance nette. D'accord. Voilà. Et alors, il y a des exceptions, je pense qu'on peut noter en passant, des exceptions à la disparition du communisme, qui n'en est pas une du coup. Par exemple, Cuba, pour prendre un exemple standard. Et là, Revel donne quelques points qui sont intéressants. Je pense que c'est bien de les rappeler. Par exemple, à l'heure où il écrit ces lignes, il y a une loi qui a été introduite, je crois, récemment à Cuba, qui punit de 20 ans de prison la collaboration directe ou par tiers interposé avec les médias étrangers. On n'a pas le droit de parler aux journalistes étrangers, pour simplifier. Voilà, puis il y a des camps de concentration à Cuba, des camps de rééducation, y compris certains qui sont réservés spécifiquement aux homosexuels, d'autres aux personnes atteintes du sida. Oui. Voilà. Et le constat de Revel par rapport à ça? Il le dit presque en passant, mais c'est juste pour dire que... C'est juste pour rappeler ce que signifie le communisme réel. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il touche quelques mots sur le fait que les intellectuels soutiennent Bien sûr. Le régime cubain ou d'accord. Bien sûr, il en parle. Bon, je crois que ce qu'on peut en dire est assez évident. Mais on peut mettre ça au goût du jour. Alors évidemment, à la grande époque, il y avait les sorties en bateau de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir avec Fidel Castro. Après, il y avait les sympathies nettes pendant des décennies, y compris à l'époque où Revel écrit ses lignes, au tournant du millénaire. Et puis récemment, on peut se rappeler les réactions à la mort de Fidel Castro, qui étaient encore tout à fait éloquentes quant à la complaisance. C'est même, en fait, c'est même un euphémisme parfois. La complaisance vis-à-vis de son régime totalitaire. Et donc, à ces quelques exceptions près, Revel, à ces quelques exceptions près, donc le communisme n'existe plus, il s'est effondré. Et donc, les intellectuels, des intellectuels, mais on comprend ce que je veux dire par là, sont paniqués puisque, d'après eux, vu qu'il n'y a plus de digue pour faire barrage au libéralisme, eh bien celui-ci va se répandre, il va apporter la mondialisation et donc la misère partout. Alors ça, on va revenir dessus à la fin de notre discussion. C'est vraiment un point très important. Mais on peut noter brièvement que, en fait, c'est pas le cas. Et on reviendra sur le cas du monde en développement à la fin de la discussion. On peut déjà noter que en Occident, il était clair que le libéralisme n'apportait pas la misère. Revel rappelle que le communisme se donnait pour but d'abolir la pénurie. Et que au moment où celle-ci était complètement éradiquée en Occident par le libéralisme, l'abondance se trouve subitement vouée aux gémonies. C'est-à-dire que c'est un constat tout à fait similaire que fait Stephen Hicks dans son bouquin Explaining Postmodernism. C'est-à-dire que la richesse est considérée comme bonne quand elle est promise par le communisme, mais quand elle est réalisée en pratique par le libéralisme, elle devient néfaste. Oui, d'accord. Ça me rappelle ce qu'écrivaient les auteurs du livre que j'ai présenté la dernière fois. C'est aussi ce qu'on observe souvent chez quelques intellectuels collectivistes, c'est que la richesse qui provient de l'initiative individuelle et de la cupidité individuelle, on va dire, serait sale, même si elle profite à tout le monde. Alors que la richesse collectivisée serait bonne et bénéfique en elle-même, même si, comme le soulignaient les auteurs de Théorie de la révolte fiscale, même si c'est une richesse qui a été appropriée par l'État, elle devient quelque part sanctifiée, elle devient purifiée par le fisc et l'argent public devient bon et l'argent privé est sale. On retrouve
souvent cette espèce de dichotomie. Revel fait exactement le même constat. J'avais pas prévu d'en parler parce qu'il faut faire des choix, mais il y a aussi une phrase ou un paragraphe dans son bouquin qui dit exactement la même chose. D'accord. Voilà. Et oui, donc effectivement, il y a cette dichotomie entre les promesses au moins de fin de la pauvreté qui sont faites par le communisme, et puis la réalisation en fait de cette éradication de la pauvreté en très bonne approximation en tout cas par le libéralisme. Mais ça, c'est une réalisation qui est considérée comme une mauvaise chose en pratique. Et justement, Stephen Hicks dont je parlais, il renvoie à Herbert Marcuse, le grand théoricien de la nouvelle gauche des années 60, du gauchisme de campus américain, qui disait notamment que le fait que l'ouvrier américain, bon, qui va au travail, ça lui plaît pas plus que ça, mais il y va quand même, et bon an mal an, c'est quand même assez supportable. Et puis il rentre chez soi, il a les moyens d'avoir à manger, à boire, une télévision. Pour Marcuse, c'est une mauvaise chose, et c'est une mauvaise chose en particulier parce que le fait de vivre dans un confort, ou au moins un niveau de confort acceptable, mais ça le dissuade ou ça le détourne de la révolution. Oui, la liberté, c'est l'esclavage, quoi. Je vois pas comment décrire ça mieux que ça. C'est vrai. Oui, c'est aussi c'est un thème qui revient souvent, le fait que quelque part les travailleurs ne seraient pas libres d'eux-mêmes et seraient manipulés par les patrons, par la télévision, il y a une prétention souvent à libérer des gens qui seraient esclaves sans le savoir. Exactement. Bon, c'est possible d'être esclave sans le savoir, mais oui, on dit pas le contraire, mais c'est quelque chose qu'il faudrait démontrer, mais bon, enfin, oui. On nous répondra que ça a été démontré dans les livres canoniques du marxisme. Non, mais ce qui est intéressant souvent, c'est que les gens qui prétendent libérer ces gens le font par la violence et par l'asservissement réel, pour le coup. Ouais. Donc on passe d'un asservissement qui serait, je vais dire mental, faute de meilleure locution, mais à un asservissement physique et coercitif. Oui, mais ça c'est justifié par la promesse d'une métamorphose de la société qui, c'est ce que dit Revel, amène sa rédemption totale. C'est lié à ce que tu viens de dire, mais c'est... La fin justifie les moyens. C'est ça. Ouais, il y a cette... Oui, c'est ça. Il y a un rêve qui est clair, qui est vif. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Le rêve a été perçu comme brisé dans une certaine mesure après 90. Et donc il y a ces cris de détresse des intellectuels communistes et sympathisants. Voilà. Donc c'est intéressant parce que si je comprends bien, même après l'effondrement du régime, de l'URSS, même s'il condamne le régime, dans une certaine mesure, il regrette quand même que l'utopie prenne fin, parce qu'ils ne verront pas la fin qui leur était promise, quoi. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai lu pas mal de livres qui prétendaient critiquer le fameux New Atheism, tu sais, les bouquins de Sam Harris, Dawkins et compagnie, sur la religion. Parmi les livres, là, il y en a quelques-uns qui sont assez, je dirais pas hystériques, mais enfin un peu quand même, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sens d'un rêve qui est attaqué d'une croyance sacrée qui procure un sens du bien-être un sens à la vie qui est absolument central. Oui. Et à partir du moment où il y a des gens qui présentent des arguments contre le bien fondé de ce rêve-là,
c'est ressenti comme une attaque absolument abjecte vis-à-vis non seulement des croyances, mais même des personnes qui ont ces croyances-là. D'accord. Alors, la comparaison a peut-être ses limites, étant donné que la religion promet le paradis après la mort, tandis que le communisme le promet de notre vivant. Mais Aron, dans son livre L'opium des intellectuels, fait d'ailleurs la remarque. Ce qui est commun à ces deux critiques que tu viens d'exposer, c'est que souvent ce qui est regretté, c'est la fin de l'idée de l'utopie et pas de l'utopie elle-même. C'est l'espoir de l'utopie qui est regretté et pas son application. Oui, puisque il n'y a jamais eu d'utopie en pratique, certainement pas d'utopie communiste. Oui, c'est vrai. C'est vraiment l'espoir, c'est la croyance sotériologique, comme le diraient certains sociologues ou anthropologues, la croyance en le salut, qui est mise à mal. Et donc ça, c'est vraiment, c'est douloureux, hein, c'est clair. Hein, je veux dire, je pense que on peut faire preuve de dérision par rapport à ça, et c'est important. Bon, on peut aussi faire preuve d'un tout petit peu d'empathie cognitive, au moins. Je pense que c'est quand même aussi important, au moins pour comprendre, mais même de manière humaine. Il y a cette douleur qui est claire dans ces différents cas. Ceci dit, bon, ça c'est un point que Revel n'est pas le dernier à rappeler. Les souhaits n'ont jamais décrété ce qu'est le réel. Bon, je vais faire une remarque non pertinente, mais cette réaction des intellectuels, ça fait très pilule rouge. mais suivi d'un certain effort pour retourner dans le confort de la croyance. Ouais. C'est une évolution qui décrit. Alors après, il faut, c'est peut-être un point qu'il faut préciser. Et Revel regarde plutôt ce qui se passe de manière émergente, quoi. C'est-à-dire qu'il ne prend pas l'œuvre d'un intellectuel précis ou d'un groupe précis d'intellectuels au cours des années 90 pour montrer que si, par exemple en 92, ils étaient repentants, déçus, prêts à tourner la page, et qu'en 98, ils étaient de nouveau destinés à en découdre, etc. C'est plutôt une sorte de bruit d'ensemble qu'il examine, et dont il déduit qu'il y a eu quand même un changement de ton en l'espace de quelques années. Voilà. D'accord. Parce que ceci dit, on peut supposer que le changement de ton est influencé entre autres par les évolutions individuelles. C'est nécessaire. Ouais. Voilà. Je pense qu'on peut parler un peu plus spécifiquement maintenant de la haine qui a été dirigée à l'encontre des dissidents, des opposants, des critiques du communisme, des gens qui en ont documenté ou compilé les crimes, etc. Et là, je pense qu'on peut ouvrir cette séquence par une citation du bouquin de Revel, qui dit, donc je cite, « Au fond, le royaume du communisme n'est pas de ce monde, et son échec ici-bas est imputable au monde, non pas au concept communiste. » Donc ça, c'est évidemment ce que pense l'intellectuel communiste. Je continue à citer. « Dès lors, ceux qu'il récuse en alléguant ce qu'il a fait sont en réalité poussés par une haine secrète pour ce qu'il était censé faire, accomplir la justice. L'anticommunisme demeure donc répréhensible si négatif soit le bilan du communisme. » Et on va voir à quel point l'anticommunisme ou même la critique des crimes ou même la documentation des crimes du communisme a été resté tabou, voire vraiment rejeté énergiquement. Là, je réagis par rapport à la première partie de la citation. C'est la doctrine est parfaite, ce sont les gens qui sont imparfaits et qu'il faudrait changer. C'est ça. C'est un peu la remarque de Mélenchon par rapport au Venezuela sur les 4x4 et la chirurgie esthétique, quoi. On va y revenir. L'idée était parfaite et les gens ont tout
en tout saccagé par égoïsme. On va y revenir dans la suite, j'espère. Mais pour l'instant, voilà, donc on va rester, puisque ça c'est des choses plus contemporaines, mais on va rester peut-être dans le passé pour l'instant. Alors là, Revel traite non seulement de ce qui s'est passé dans les années 90, il remonte aussi un peu avant, on va le voir, puisqu'il parle de certaines réactions à l'archipel du Goulag, le bouquin célèbre de Solzhenitsyn. Donc en tout cas, dans les années 90, il y a ce bouquin assez célèbre que moi je connais très mal, voire pas du tout, enfin à part ce que j'en ai lu dans le livre de Revel, c'est quand même un bouquin qui avait fait du bruit, c'est le livre noir du communisme. Oui. Donc c'est un ouvrage collectif dans lequel c'est surtout des historiens, à ma connaissance, documentent, compilent les crimes des régimes communistes dans les différents pays, donc Union soviétique, Chine, Vietnam, Cambodge, Cuba. Est-ce que c'est de ce livre que vient l'évaluation d'un chiffre du nombre de morts causés par le communisme ? Les 100 000 morts ? Oui. 100 millions, pas 100 millions. 100 millions. Oui. C'est de ce livre-là que vient ce chiffre récurrent. D'accord. Écarté d'un revers du coude par Usul dans une vidéo pour Mediapart. Écarté par comparaison avec les morts soi-disant du libéralisme. Oui. C'est classique. Oui. Et donc, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur ce bouquin, mais un point qui a attiré mon attention, tu vas tout de suite voir pourquoi, c'est le fait que les auteurs des chapitres sur l'Union soviétique et sur la Chine ont été forcés, d'après Revel, de se rétracter par leur hiérarchie universitaire. Par une sorte de chantage à propos de leur avenir professionnel. Donc, à la suite de la publication du livre, donc ils avaient rédigé les chapitres qui sont sans doute parmi les plus importants, et ils se sont rétractés dans les médias en faisant un peu amende honorable. Et apparemment, la hiérarchie universitaire a fait pression sur eux. D'accord, très intéressant ça. Il donne plus de détails ou Il en donne pas beaucoup plus. D'accord. Il en donne pas beaucoup plus. Enfin, il dit dans quels médias ils se sont rétractés, etc. Mais bon, ça c'est secondaire. Mais sur la pression elle-même de la hiérarchie universitaire, D'accord. Il en dit pas beaucoup plus. Mais bon, voilà ce qu'il en dit. C'est déjà vraiment éloquent. Oui. Ça rentre tout à fait dans ce dont nous aimons parler. Juste, c'était quelle université ? Alors, là, j'ai pas l'info comme ça. D'accord. En fait, j'ai une info reliée à ça, puisque j'ai un autre exemple, en fait, similaire, mais encore pire, tu vas voir. Ouais. Là, je pourrais donner l'université. Donc ça, c'est par rapport au livre, c'est à propos du livre noir du communisme. C'est sans parler des réactions dans les médias de la part des intellectuels ouvertement militants. Ça, c'est quelque chose de plus purement universitaire et c'est assez frappant. Il y a un exemple encore bien plus frappant. Oui. En fait, c'est presque une gradation que je fais, je ne sais pas dans quel sens aller, mais quelque chose qui est aussi profondément lié au milieu universitaire. Donc là, je vais citer un passage relativement long. Donc, je cite Georges Boudarel, militant communiste durant la guerre d'Indochine, avait exercé dans un camp du Viet Minh de 1952 à 54 les fonctions de rééducateur, entre guillemets, de ses propres compatriotes, des prisonniers français. Les accords de Genève ayant entraîné des compressions de personnel dans cette profession, c'est une blague, hein. C'est une boutade, quoi. Boudarel se trouva en chômage et se reconvertit dans l'enseignement, pour finir comme professeur d'histoire à l'université de Paris 8, où eurent le front de dire certains de ses collègues pour le défendre, il était, citation dans la citation, très estimé en tant que spécialiste des questions vietnamiennes. Fin de citation dans la citation. Alors, c'est là que ça devient vraiment tout à fait coloré. Reconnu un jour au cours d'un colloque public par d'anciens prisonniers survivants du camp 113 où il avait exercé ses talents, entre parenthèses 70% des morts, Boudarel est l'objet d'une plainte de la part des 10 prisonniers, plainte déposée le 3 avril 1991 pour crime contre l'humanité. La gauche se mobilise aussitôt, articles et pétitions fusent de toutes parts en faveur de Boudarel. Ah la vache. Ah ouais. Donc un prof d'histoire, à Paris 8, ça ne s'invente pas, était capot
disons-le, je crois que c'était même Lionel Jospin qui avait osé utiliser ce terme-là. D'accord. C'était capot, sans avoir peur des mots, dans un camp de concentration communiste pendant la guerre d'Indochine. D'accord. Et donc, non seulement ça, mais quand cela fut révélé au grand jour, quelques 40 ans plus tard presque, mais on voit que cette personne a été soutenue, défendue, son honneur, entre guillemets, a été lavé, en tout cas en intention, par les intellectuels de gauche. C'est un petit côté Paul de Man, mais en plus sordide quand même. Ouais, c'est encore bien pire. Hein. Paul de Man, bon, il a écrit... il a juste participé par la plume. Là, c'est quand même violent. Vraiment impressionnant. C'est là qu'on peut se rappeler de ce que Revel appelle la clause du totalitarisme le plus favorisé. C'est-à-dire que à partir du moment où on a commis, une personne a commis ce genre d'exaction, ou même des choses encore à des échelles encore plus grandes, mais dans un objectif communiste, eh bien ce genre de crime devient minimisé, voire comme on le voit là, excusable et excusé. Ouais. J'ai encore un exemple. Ouais. Dis-moi, tu avais une réaction. Non, je dis, on en revient toujours au. C'est à la fin qui justifie les moyens. C'est ça, exactement. Toujours. C'est ça. Je le dis parfois, au moins moi-même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour m'écouter, mais je me dis que si on devait résumer l'opposition entre la pensée libérale et la pensée illibérale, c'est que la pensée illibérale, elle a pour dogme, en tout cas, ou pour doctrine, que la fin justifie les moyens, alors que le libéralisme, c'est l'exact contraire, c'est-à-dire les moyens justifient la fin. Le libéralisme se propose de mettre en place les conditions qui vont garantir que, au moins d'après la théorie libérale, les moyens justifient la fin, c'est-à-dire que l'expression de la liberté des individus garantit que, vu qu'ils ne sont pas opprimés les uns les autres, eh bien, les résultats qui sont observés sont justes, puisqu'ils ont été simplement l'expression, disons, le résultat des expressions des libertés de chacun. Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord avec l'idée que le seul exercice de la liberté garantit un résultat juste, mais voilà, ça c'est l'idée libérale. Ouais. Encore une fois, il y a eu des courants libéraux un peu utilitaristes. L'idée principale vraiment du libéralisme, c'est l'émancipation individuelle, la liberté comme fin. On se préoccupe pas vraiment de la finalité des actions humaines. On se préoccupe de savoir ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que les individus ne s'oppriment pas. Oui, c'est vrai. Oui, évidemment, c'est vrai. Mais... Donc c'est une éthique, en fait. Oui. Plus qu'une doctrine, c'est une éthique. C'est vrai que dans mon espèce de dichotomie où je m'amuse à renverser cette maxime connue, la fin justifie les moyens, les moyens justifient la fin pour le libéralisme, c'est plutôt les moyens, ce sont les processus, et la fin, c'est quelque sorte le résultat qu'on observe plus qu'un but, quoi. Donc oui, mon renversement ne marche pas complètement si on garde le sens exact des termes. Dernier point, là on remonte encore un peu plus le temps, puisque on en arrive à l'époque où c'était... dernier point sur vraiment l'intolérance envers les anticommunistes dans le passé, puisqu'on va y revenir dans le présent. Donc j'en viens à la sortie de l'archipel du Goulag de Alexandre Solzhenitsyn et des réactions à cette sortie et à ce livre. Donc là j'ai un exemple peut-être encore plus frappant, bien que finalement moins grave, tout compte fait, que celui que je viens de mentionner. C'est quelque chose qui s'est passé en Espagne. Alors là, c'est un certain Juan Benet, qui était ingénieur et écrivain espagnol, et qui appartenait, d'après Revel, à la gauche non communiste. C'est important de le préciser, très important, je crois.
il appartenait à la gauche non communiste. Et il dit, je crois qu'il était dans une émission télévisée en présence de Solzhenitsyn lui-même, si mes souvenirs sont bons, et il dit, Monsieur Bennett, ouvrez les guillemets, je crois fermement qu'aussi longtemps qu'existeront des gens comme Solzhenitsyn, les camps de concentration devront continuer d'exister. Peut-être même devraient-ils être un peu mieux surveillés, afin que des personnes comme Solzhenitsyn ne puissent pas en sortir. Fin de citation. Ah ouais, d'accord. Je crois que, dans l'instant, il n'y a rien à rajouter. Non, effectivement, les commentaires sont superflus. Je propose, Arnaud, d'en venir à des considérations moins inactuelles pour faire un jeu de mots sur le livre de Nietzsche, le titre du livre. Considération plus contemporaine. Bon, une première remarque qu'on peut faire, c'est que, à mon sens, ce rêve d'une transformation en profondeur de la société avec un objectif, disons, qui relève de l'utopie, je crois que c'est un invariant chez les intellectuels, un invariant qui concerne pas évidemment l'intégralité des intellectuels, mais toujours une partie importante au cours des années. Je crois que ça change pas tellement et que on le voit encore aujourd'hui. Revel avait noté une sorte de reflux provisoire, mais comme il est le premier à le noter, ça n'a pas duré. Ouais. Évidemment, les idées évoluent un peu. Peut-être que certainement que les intellectuels d'aujourd'hui se targueront d'être un petit peu moins naïfs que ceux d'hier. Ils diront sans doute pas qu'ils ont un système qui est vraiment parfait, mais en tout cas, ils diront quand même que c'est quand même vachement mieux que ce qui est à court dans le monde réel. Oui, ça rejoint un article que j'ai lu récemment sur pourquoi, en fait, c'était précisément le sujet, pourquoi ce retour inlassable des intellectuels vers le socialisme. Et l'idée de base, c'est que les conseillers ne sont pas les payeurs. Les intellectuels ne payent pas le prix de leurs conseils et de leurs idées. Les coûts sont répercutés sur toute une population, en fait. Et bien souvent, les intellectuels sont, comment dire, peut-être un peu stéréotypés, ce que je veux dire, mais dans une tour d'ivoire, quoi. Un peu protégés des conditions difficiles de la vie. Un intellectuel n'a pas le même niveau de vie qu'un prolétaire. Ça, c'est pour cette faculté à oublier à chaque fois les erreurs. Ils n'ont jamais l'occasion de confronter personnellement leurs idées avec le monde réel. Et maintenant, en ce qui concerne le fait qu'ils retournent toujours à ce genre d'idées, là, je pense que Hayek avait tenait quelque chose quand il parlait de la frustration des experts. Cette idée que on pense avoir les idées parce qu'on est lettré, qu'on pense pouvoir mieux savoir que les autres ce qui est bon pour eux. Ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi certains côtés humains comme la prétention à la vertu qui donne un certain statut social. Ça me semble assez évident. Ouais, ce que tu décris de l'explication de Hayek me rappelle tout à fait celle de Thomas Sowell qui est rappelée par Pinker et qui constate simplement le fait que dans les régimes totalitaires ou au moins autoritaires, il y a il y a clairement une doctrine qui est implémentée de manière fanatique en fait. Et donc il y a les dirigeants ont une idée précise et ils se basent énormément finalement sur les idées d'un petit nombre en général d'intellectuels. Et donc ça c'est bien pour ces intellectuels-là puisque ils ont le sentiment d'être enfin écoutés. Oui. C'est comme ils sont persuadés d'avoir raison de manière claire et qu'il faut être soit une personne sous-éduquée complètement sous le coup des illusions qui lui sont présentées par les médias, par la consommation, etc. Soit une personne complètement intéressée qui a beaucoup d'argent et donc qui veut pas que les choses changent. Bon, ça c'est les deux possibilités principales en général qui sont considérées par les intellectuels communistes.
pour expliquer les gens qui ne voient pas l'évidence du fait qu'il faudrait être communiste. Donc dans les arrangements, on va dire, plus libéraux, comme ils se sentent sous-écoutés, mais ils se sentent un peu frustrés, d'une part parce que de manière, on va dire, narcissique, ils se sentent pas valorisés, mais aussi d'autre part de manière sans tout imputer au narcissisme et à l'égoïsme. Ils pensent vraiment avoir la solution qui viendrait en aide au plus grand nombre. Mais seulement, personne ne veut... Enfin, personne. Pas les bonnes personnes, d'après eux, pas les personnes qui en auraient les moyens ne veulent les écouter. Ouais. Il y a aussi un autre facteur que moi, je pense qu'il faut mettre en avant, c'est la tendance psychologique à l'empathie, ou en tout cas l'intérêt dans les personnes, tu sais, dans la dichotomie de Baron Cohen. Les intérêts envers les choses contrastés avec les intérêts envers les personnes. Il est manifeste que les intellectuels, enfin disons, si on regarde par discipline, les disciplines où le militantisme communiste ou apparenté est le plus prononcé, c'est surtout dans les sciences humaines et sociales. Et c'est là que l'intérêt pour les personnes est le plus élevé, surtout en comparaison par l'intérêt pour les choses et les systèmes. Il y a des profils plus empathiques qu'analytiques. Et je pense que il est réaliste de penser que quand on est très empathique, on peut avoir on peut ressentir ce besoin urgent de venir en aide au plus grand nombre, et donc on peut se laisser abuser par des solutions aussi simplistes qu'irréalistes. Oui, parce que la vision que j'en ai, c'est que je grossis le trait. Hein. Pour moi, je pense que ce sont des profils psychologiques qui sont plus sensibles aux problèmes, mais les sentiments d'injustice qu'ils peuvent ressentir, que je pense sincères, sont trop importants pour laisser de la place à justement une pensée plutôt en système, permettant de dérouler la logique et d'entrevoir les conséquences. Ce sont des réactions qui sont plutôt spontanées et je suis en train de dire un petit peu que c'est irréfléchi, mais en grossissant le trait, je pense que c'est un peu ça. Mais ça m'évoque j'avais pas pensé avant, mais ça m'évoque ce que dit Jonathan Haidt, qui dit que dans l'immense majorité des cas, on réfléchit pas pour arriver à une conclusion. On a déjà la conclusion, on réfléchit juste pour trouver des arguments qui nous permettent de défendre cette conclusion qu'on a déjà dès le début. Et ça peut peut-être venir à l'aide dans cette explication, puisque quand même ce sont des intellectuels, ils ont des connaissances, ils font des études, ils sont habitués à mener quand même une réflexion. Alors on peut critiquer un certain nombre de pratiques et on doit critiquer un certain nombre de pratiques qui sont malheureusement un peu trop courantes en sciences humaines et sociales, mais ceci dit, bon, il faut pas non plus exagérer, enfin tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a quand même des habitudes intellectuelles qui sont en partie celles de la rationalité, mais je pense que comme tu le dis, il y a une prépondérance quand même de cette empathie. Il y a une urgence qui est ressentie pour trouver des solutions. L'article dont je parlais tout à l'heure, justement, était basé sur les idées de Jonathan Haidt. Ah ben d'accord. Voilà, donc tu vois, je pense que c'est assez pertinent. Ouais, ok. Et justement, ce qui t'est dit, c'est ce que tu viens de dire, c'est le constat. Il y a de la souffrance, de la misère, etc. Et c'est tout un processus de rationalisation après que de justifier, même en oubliant les atrocités commises, certaines doctrines qui sont censées corriger ce que l'on observe. Ouais. Un point c'est pas une donnée c'est pas une donnée qui sera acceptée dans une publication scientifique, et pour cause, mais plusieurs personnes que je connais qui sont doctorants en sciences humaines et sociales estiment à vue de nez que 80 à 90% de leurs collègues, enfin des universitaires en sciences sociales,
ont voté, d'après eux, pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2017. 80 à 90%. D'accord. Des universitaires en sciences humaines et sociales, d'après eux. Ouais. Et là, on peut en revenir à ce que tu disais, ce que tu évoquais tout à l'heure. Oui. Évidemment, on a vu, je veux dire, ça, cette bonne guerre, c'est normal en démocratie. Des gens qui sont des universitaires, qui font campagne qui participent à la campagne, qui militent, en tout cas, pour les candidats qui leur paraissent les plus favorables. Ça, c'est normal, entre guillemets. Après, il y a des désaccords importants qui arrivent, c'est le jeu. Ceci dit, quand même, une anecdote que tu avais en tout cas en tête tout à l'heure, c'est ces universitaires qui valident les analyses de Mélenchon et qui visaient à dédouaner le pouvoir bolivariste au Venezuela de sa responsabilité dans la crise économique catastrophique maintenant qui frappe le pays. Enfin, je sais pas si je pense que c'est ce que tu peux revenir là-dessus un peu plus. Enfin, c'est ce que tu disais, Mélenchon qui blâmait qui blâmait les comportements individuels, en fait, est censé être égoïste, comme l'achat de 4x4 ou la chirurgie esthétique, ça aurait mis à mal l'utopie bolivarienne. C'est assez grossier, je trouve. Analyse validée donc par au moins un universitaire, on l'a vu de nos propres yeux. Oui, tout à fait. Je t'avoue que j'ai un petit peu oublié, j'en ai quelques vagues souvenirs. Mais oui, c'était validé par un universitaire, un sociologue d'ailleurs. N'est-ce pas ? Oui. Mais je trouve ça intéressant aussi, une chose que j'essaye de comprendre, mais je ne veux pas trop m'avancer sur des explications, c'est justement, comme on le disait auparavant, des sentiments pressants par rapport à la souffrance humaine, mais quand elle est causée par ce genre d'idéologie, on l'oublie, voire on la nie. Le peuple vénézuélien, pour reprendre cette même anecdote, souffre. Et on voit. C'est pas une anecdote. Enfin oui, c'est l'anecdote. L'anecdote, oui, c'est le. Oui. L'anecdote, c'était. L'anecdote, c'est la défense de l'analyse, pardon. Oui. Et le peuple vénézuélien souffre, et ça me semble difficile de dire le contraire. On a quand même un certain nombre de preuves. Et on voit jamais ces intellectuels s'en offusquer, quoi. C'était la même chose d'ailleurs. Partout ailleurs. Partout ailleurs, et avec toutes les expériences collectivistes, ça a toujours été la même chose. On va voir les universitaires se plaindre de la pauvreté dans nos pays, par exemple, ou dans des pays qui n'ont pas eu le temps de se développer, mais qui ne sont pas franchement touchés par le collectivisme. Mais dès qu'on a un régime collectiviste en place, les critiques s'évaporent. Et l'empathie s'évapore avec. Oui. C'est les intentions affichées qui sont jugées à partir de ce moment-là. L'empathie peut être, si tu veux, comment dire, elle peut être mobilisée. Oui, sélectivement, oui. Oui, c'est déjà sélectivement, mais en plus, elle peut être, comment dire, il y a des processus cognitifs complexes forcément qui sont à l'œuvre, mais à partir du moment où il est cru que l'empathie se mobilise le mieux. Oui, avec des gens qui sont proches de nous, que ce soit géographiquement ou génétiquement d'ailleurs. Oui, ça c'est quelque chose, ça c'est quelque chose de, on va dire, de vraiment profond, quoi, mais vraiment des choses qui se passent pendant la vie des gens, si tu veux, que s'ils commencent à associer mobilisation de l'empathie, voilà, je pense que c'est la meilleure manière de le dire. Oui. Associer mobilisation de l'empathie et si tu veux, activisme communiste, à partir de ce moment-là, la mise en place d'un régime communiste va être associée cognitivement à l'impression que c'est l'empathie qui est mobilisée et que là, les ratés ne sont que provisoires et que
in fine, de manière vraiment constitutive, c'est l'empathie qui va l'emporter, puisque c'est elle qui est derrière tout ça, quoi. Oui. Donc ça, c'est... Bon, je devine, hein, mais... Bon. Il faudrait voir. C'est une question intéressante, mais j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de littérature sur le sujet, donc c'est pour ça que je me garde quand même de poser des diagnostics là-dessus, quoi. Ouais. Je pense que c'est bon quand même de garder en tête le fait que c'est quand même cette corrélation, quoi. On voit que dans les sciences sociales, sciences humaines et sociales, il y a cette forte tendance à l'empathie qui, après, on comprend, enfin, on peut deviner les mécanismes qui peuvent avoir cours à partir de cette connaissance-là. C'est un peu triste d'un côté parce que je pense au livre de Gérald Bronner et en fait le plus grand danger de la sociologie, c'est la nature humaine elle-même, étant donné que c'est le profil psychologique de ces personnes qui les amène en grande majorité à faire des études de sciences humaines et qui les amène à faire une carrière dans les sciences humaines. Et c'est ce même profil psychologique qui pour une certaine part d'entre eux, tend à les éloigner d'une épistémologie scientifique et les amène plus vers le militantisme. Tout à fait. C'est une thèse que j'ai défendue dans un certain détail dans un texte qui est toujours en cours de relecture, malheureusement. J'espère qu'il va être publié un jour ou l'autre. Mais oui, c'était l'une de mes idées. D'accord. Ouais. Donc de manière connexe à ce qu'on vient de dire, bon, nous avons, toi comme moi, entendu parler d'universitaires qui ont milité activement pour Mélenchon. Jusqu'ici, entre guillemets, pas de problème. Écartés de leur cercle d'amis des gens qui avaient des sensibilités politiques différentes. Oui. Donc ça, encore des témoignages convergents de doctorants en sociologie, en sciences politiques, etc. Oui, il y a toujours une espèce d'excommunication qui est mise en place. Et oui, il y a vraiment... Oui, il y a j'appelle ça une épuration idéologique, mais là, c'est dans le cercle des amis, quoi. C'est ça, des amis, des collègues qui deviennent d'un coup indésirables. Oui. Parce qu'ils sont coupables aux yeux des premiers de graves fautes morales. Oui. Ouais. Je propose de finir, Arnaud, en parlant un peu plus en détail d'un chapitre en particulier du livre. C'est le dernier chapitre, le chapitre 14e, que Jean-François Revel intitule « La haine du progrès ». Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait à mettre en parallèle avec les thèses de Steven Pink, puisque l'un comme l'autre font le constat que derrière ces revendications d'adhésion à une idéologie entre guillemets progressiste, d'ailleurs c'est un terme qui est plus utilisé dans le monde anglophone que francophone, mais quand même aussi dans le monde francophone, derrière ces revendications d'adhésion à une idéologie progressiste, il y a une vraie haine du progrès en pratique qui se manifeste chez les intellectuels communistes et apparentés. On peut mentionner notamment la haine du progrès technologique, notamment les technologies de la communication. Et ça, on peut recouper ça avec ce qu'on disait auparavant, puisqu'on parlait de cette croyance des intellectuels de gauche selon lesquels les médias ne serviraient que les intérêts des puissants qui s'en servent pour laver le cerveau du peuple. Donc les technologies de la communication sont perçues comme simplement des choses qui sont au service du pouvoir, du grand capital, etc. Revel renvoie à Rousseau, et ça j'ai beaucoup aimé, puisque je suis le premier à dire à ceux qui veulent bien m'écouter que Rousseau, bien loin de l'image qu'il a souvent en France d'un philosophe des Lumières, était en fait un philosophe très hostile à la plupart des aspects de la philosophie des Lumières. Effectivement, il a été crédité à raison pour avoir contribué à inspirer la Révolution française. Je dirais en parallèle, si tu veux, avec les philosophes des Lumières, notamment Voltaire,
Mais donc, il y avait quand même des inspirations contradictoires à la Révolution française, puisque là où les Lumières, Voltaire, d'Alembert et les autres célébraient la connaissance, célébraient le savoir, une sorte de raffinement de l'esprit, célébraient aussi le cosmopolitisme, célébrait l'échange des idées, l'échange des biens. Rousseau, lui, était complètement en opposition par rapport à tout ça. Il pensait que toutes ces choses n'étaient que des corruptions modernes de l'esprit et de la nature humaine, et qu'un système beaucoup plus favorable d'organisation politique serait un système collectiviste, autoritaire, dans lequel les intérêts individuels sont inféodés à l'intérêt collectif, à l'intérêt de l'État. C'est l'idée principale des Jacobins qui était très inspirée par Rousseau. Ouais. Revel note en passant que Rousseau est célébré à tort pour avoir diffusé des idées qui étaient en fait complètement opposées aux siennes. Il précise néanmoins, et c'est important, que Rousseau, s'il n'a pas, contrairement à ce qui est souvent cru, été un précurseur de la démocratie libérale, il a tout à fait été un précurseur de la gauche, notamment totalitaire. Et donc ça me fait tout à fait penser à Steven Pinker. Je pense que c'est bien de mentionner, enfin de revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Revel documentait ces prédictions catastrophées des intellectuels communistes, selon lesquelles l'effondrement de la digue communiste, en particulier dans le tiers-monde, va amener une vague de mondialisation qui va encore accentuer la misère dans les pays non développés ou en voie de développement. Comme on l'a vu, bien entendu. Voilà. Et on voit une vingtaine d'années plus tard, notamment grâce aux travaux de Pinker, qui compile les données, je veux dire, Pinker n'est pas le seul, il se base sur des organismes qui construisent ces données, mais Pinker compile les données sur le bien-être humain, donc la richesse, la santé, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'espérance de vie, il y a les droits de l'homme, la liberté, la liberté des femmes en particulier, des homosexuels, mais même de l'individu en général. Il parle aussi évidemment de la paix, de la diminution des conflits. Il parle même des indicateurs de satisfaction, de bonheur. Donc tout ça, Pinker le compile et montre que les tendances générales, mais qui sont en fait très lourdes et qui présentent peu d'exceptions, sont à la hausse donc du bien-être, de la liberté, des droits de l'homme, de la prospérité, de la bonne santé, baisse de la mortalité infantile, en particulier dans les pays qui étaient auparavant soit du tiers-monde, soit entre guillemets du deuxième monde, qui était vraiment communiste. Et on peut ressortir encore la citation que j'avais reproduite de Pinker lors de notre discussion biblio précédente, c'était « Mao a accompli plus dans la lutte contre la pauvreté que n'importe quel autre individu dans l'histoire. Avec un seul acte simple, il est mort. » Et à partir de là, donc la Chine est lentement sortie d'une économie complètement dirigée. Et c'est comme ça que des centaines de millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. Lentement, enfin, même pas la baisse modérée d'étatisme leur a permis une explosion économique. Vraiment, c'est sans précédent. Ça, on peut le dire. Historiquement, c'est quand même vraiment impressionnant. Ce sont des milliards d'individus qui sont sortis de la misère. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Tout à fait. Il y a aussi les chiffres de Human Progress, qui je les ai pas en tête, mais j'ai une diminution à peu près en moins de 30 ans. Si on regarde l'extrême pauvreté dans le monde, ça a diminué des 3/4, il me semble, de mémoire. Et donc, comme le rappelle Pinker, notamment, non seulement les gens vivent avec davantage de richesse, mais ils vivent plus longtemps, mieux, en meilleure santé, plus heureux, plus libres, moins exposés à la guerre. Ça, c'est des choses qui ont tendance, on l'a vu depuis la sortie de Enlightenment Now, à causer une grande colère chez les intellectuels
on va dire, très à gauche. Il n'apprécie pas du tout que ces thèses-là soient avancées, notamment d'après eux parce que c'est... Alors évidemment, ils vont contester la pertinence de ces chiffres-là, mais en général, ça va pas très loin. C'est une contestation qui est tout à fait superficielle, mais de manière plus, je pense, plus pertinente. Il est clair que pour eux, il y a vraiment une hostilité à tout ce qui peut montrer que une relative liberté des échanges, notamment, des échanges d'idées et surtout des échanges de biens, est favorable à l'humanité. Je sais pas à quel point mon hypothèse est vraie, mais c'est un peu une claque, c'est-à-dire que l'égoïsme productif, comme l'a décrit Adam Smith, fonctionne. J'aime pas cette locution parce que ça reste quand même un point de vue utilitariste. Mais c'est-à-dire que si on prend un point de vue utilitariste, c'est une grande claque parce que ça veut dire que l'intérêt individuel est un meilleur moteur pour l'amélioration de la condition de vie de tous. C'est très difficile à entendre quand tu as une sensibilité qui va justement à l'encontre de l'égoïsme individuel. Alors je sais pas si je pense pas que ce soit la raison principale. Je sais pas. C'est l'une des raisons, je pense. Ouais. Et il est frappant, quoi. Enfin, je veux dire, je vais enfoncer une porte ouverte, mais frappant de voir que le marxisme promettait la fin de la pauvreté, la fin de la pénurie, promettait l'émancipation des gens, il promettait la diminution du temps de travail. C'est tout des choses qui ont été réalisées, mais par le capitalisme. Voilà. Mais ça, il faut pas le dire. Il faut pas le dire parce que ça passe mal, en tout cas. Il faut pas le dire, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, quand on dit ça, comme c'est le cas de Pinker, il se fait tenser. Ça passe très très mal. Et en général, la réaction, c'est « Ah oui, mais vous êtes en train de dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. » Alors qu'en fait, c'est l'exact contraire de ce qu'il dit. Puisqu'il dit bien, regardons les problèmes, regardons dans quelle proportion ils évoluent quantitativement. Et on voit qu'ils diminuent. Comment est-ce qu'ils ont diminué ? C'est en mettant en place des institutions qui garantissent les libertés fondamentales, notamment. Donc, et aussi en faisant en sorte que les décisions collectives soient prises avec un sens, avec un respect de la raison et de la vérité. Ça, je pense que c'est la partie où Pinker est quand même, à mon sens, assez faible. Toute la partie institution me dérange quand même beaucoup, mais bon, c'est peut-être pas le sujet. Je sais que là, c'est là que tu rentres un peu en désaccord avec lui. Moi, c'est beaucoup moins mon cas. Et à la limite, j'ai envie de dire peu importe, puisque je pense que même si, même dans le cas d'un libéral ou d'un libertarien qui serait méfiant envers l'utilitarisme, c'est pas le cas de Pinker. On peut toujours accepter que comme exercice intellectuel, on prend les critères de l'utilitarisme. Oui, tout à fait. Voilà. Ça reste intéressant. Puis le fait est que Pinker a fait un travail monstrueux et très intéressant qui donne d'ailleurs j'allais dire des armes intellectuelles, mais c'est un peu agonistique comme vision des choses. Mais on va dire simplement des arguments pour réfuter l'eschatologie de gauche. C'est ça. Et je pense que pour en revenir à Revel, donc il écrit à un moment où ça c'est un moment de l'histoire que nous on était trop jeunes pour connaître, mais en fait je pense qu'aujourd'hui il y a des échos nets de ça. Revel écrit à un moment où l'extrême gauche est en train de se reconstituer, ou disons de se remobiliser autour de la lutte contre la mondialisation. Donc effectivement, comme il le dit, il y a eu un moment de
désillusion partielle par rapport au communisme. Ensuite, il y a eu quand même un retour aux idées communistes. Mais au-delà de cette seule mobilisation un peu archaïque, si on veut, pour des révolutions communistes, si tu veux, orthodoxes, il y a vraiment cette urgence qui est perçue à l'époque. Et je veux dire, on en est encore là, mais il y avait eu une éruption aux alentours du tournant du millénaire. Une éruption de cette mobilisation parfois violente contre la mondialisation. Et on voit aujourd'hui que celle-ci a profité de manière, c'est ce qu'on disait l'un comme l'autre, de manière absolument spectaculaire à tous les pays qui y ont participé. Surtout que ces pays qu'on disait pays pauvres ou en voie de développement à une époque étaient souvent mis en avant, un petit peu pris en otage, on va dire, par les antimondialistes. C'est ça. Pour dire, regardez, si on fait rien, ces gens-là vont être exploités. Oui. Par exemple, l'exemple classique de la délocalisation. Voilà. La manœuvre est devenue trop chère en France, déjà parce qu'on a un niveau de vie très, très élevé, et deuxièmement parce que les prélèvements étatiques doublent, voire triplent le coût du travail. Donc, on a délocalisé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En donnant du travail à ces personnes, en les payant, certes pas beaucoup, on leur a permis d'améliorer leur niveau de vie. Et aujourd'hui, ils commencent à rattraper notre niveau de vie. Donc ça, je pense que c'est encore une fois une claque que les socialistes et communistes ont du mal à prendre, on va dire. Parce que à une époque, ils nous expliquaient qu'on allait les transformer en esclaves, que c'est indécent de les payer moins que nous, etc. Mais aujourd'hui, ils deviennent plus chers et du coup, la Chine est un pays qui est de moins en moins intéressant d'un point de vue purement capitalistique, étant donné que la manœuvre devient chère également. Et ce sont d'autres pays qui commencent à devenir des destinations pour de la manœuvre. Et d'ailleurs, on entend les mêmes genres de discours. Donc, voilà. Il y a aussi autre chose à rajouter là-dessus. Plusieurs choses déjà. Revel, alors ça, c'était dans une émission de télé. C'était relativement peu avant sa mort. Je crois qu'il est mort en 2016, quelque chose comme ça. Quelques années peut-être avant sa mort. J'ai trouvé une émission de télé sur YouTube, sur une chaîne mineure, Paris Première, je crois. Où il disait, donc il était venu présenter l'un de ses livres, et il était notamment, si tu veux, contredit par Frédéric Beigbeder, qui lui faisait sa petite leçon de morale anticapitaliste. Et d'après Revel, donc là je suis pas allé vérifier, malheureusement j'ai pas de données, je crois que Pinker n'en donne pas, mais d'après Revel, si on regardait les conditions de travail de ces ouvriers dans les usines qui résultaient surtout des délocalisations des firmes occidentales, il était vu que les conditions de travail étaient pires dans les régimes plus autoritaires, ce qu'on peut croire a priori assez facilement. Par exemple, pire en Chine où cette ouverture économique n'était pas accompagnée d'une ouverture plus générale de la société, ouverture politique, que dans d'autres pays. Et un autre point dont je peux garantir qu'il est personnellement, qui s'appuie sur des données, là encore c'est documenté par Human Progress, je crois, c'est le fait que si les conditions de travail sont effectivement souvent très difficiles dans beaucoup d'usines délocalisées, notamment en Chine, il a été documenté que le taux de suicide en Chine a nettement diminué depuis l'industrialisation et que les gens qui étaient auparavant paysans, qui travaillaient dans les champs, se sont bousculés, pour ainsi dire, pour aller travailler dans les usines. Et donc avec à la clé une amélioration de leurs conditions de vie, de leurs perspectives et un net recul des suicides. Ça a été la même chose en Europe pendant la phase d'industrialisation. Mais ça aussi,
ça tranche avec je sais pas, une vision un peu à la Germinal de l'industrialisation. Et j'ai l'impression que c'est difficile à entendre que le fait de dire que l'industrialisation apporte plus de bien-être aux gens, sans toutefois que ce soit, évidemment, on ne dit pas que c'est la panacée. C'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas que c'est merveilleux, que du jour au lendemain, ça va être fantastique, on va tous vivre dans l'opulence. Non, c'est pas ce qu'on dit. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que l'industrialisation a permis à plein de gens d'améliorer leurs conditions de vie. Mais c'est difficile à entendre, quoi. Oui, je reformulerai ça de la manière suivante, c'est-à-dire que les deux choses sont vraies. Enfin, ce que documente Zola dans le Germinal, puisque c'est un roman, mais c'est un roman qui est réaliste. C'est vrai, ça s'est vraiment passé. Vrai, effectivement, les conditions de travail étaient souvent abominables. C'est épouvantable, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est moins pire que pas de travail du tout, ou que le travail dans les champs, surtout à l'époque. Et c'est moins pire que des conditions de travail pires, bon, c'est tautologique. Que des conditions de travail pires qui avaient cours dans les pays communistes, dont certains effectivement se sont industrialisés sous l'impulsion des dirigeants communistes, mais où là les conditions de vie étaient pires, il n'y avait pas tout l'arsenal juridique des démocraties libérales pour garantir certains droits fondamentaux aux travailleurs. Il y avait pas, et surtout il n'y avait pas de prospérité comparable à la clé. J'allais donner l'exemple de l'écologie, et la fin de l'URSS, c'était épouvantable. Mais plus que les institutions, c'est le rendement du travail qui joue. Le fameux profit, tu vois, qui impose l'amélioration d'un certain rendement, qui est le moteur d'ailleurs de l'amélioration économique, et par là même de l'amélioration de la condition de vie des gens. C'est aussi très difficile à faire entendre, mais j'allais rebondir par rapport à ce que j'avais dit juste avant, et tu en as un peu parlé, c'est que un espoir de réfutation, souvent avancé par des socialistes ou des communistes, c'est que oui, mais même si la condition de vie des gens s'est améliorée, c'est quand même indécent que le gros capitaliste ait une telle richesse, alors que les autres avaient des conditions de travail très difficiles. Et par là même, on évoque l'idée que une planification centrale avec des gens qui savent, ça serait mieux parce qu'on redistribuerait mieux la production des richesses. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et justement, à chaque fois que c'est essayé, ça ne fonctionne pas. Mais là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails économiques du pourquoi du comment, parce que c'est assez compliqué. Alors, même si la base, c'est qu'on ne peut pas créer de richesse sur la base du vol, sur la base de l'expropriation. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que encore une fois, en jouant le jeu du point de vue utilitariste, si on veut améliorer la condition de vie des gens, il faut faire avec la nature humaine et pas essayer de lutter contre. Oui, mais Arnaud, jusqu'ici, ça n'a pas marché, mais la prochaine fois, ça marchera. C'est ça. Mais moi, même, encore une fois, en gardant un point de vue utilitariste, je vois pas le problème à dire que pour améliorer les conditions de vie, il suffit de laisser les gens s'arranger ensemble, se donner du travail, échanger librement, échanger des idées librement, ce qui est très important également parce qu'on parle souvent de la croissance économique basée sur les ressources, mais c'est faux. Il y a une énorme proportion d'idées. L'information, c'est quand même à la base de la création de biens et de services. Oui. Mais même en disant également que c'est pas non plus la panacée, parce que sinon ça voudrait dire que ça serait le paradis sur Terre. Je pense que on n'est pas non plus des idéalistes naïfs.
je vois pas ce qu'on peut dire de plus, quoi. Je crois qu'on peut conclure en disant que, en répétant ce qu'on avait déjà dit au début, c'est-à-dire que il est difficile quand on échange des idées, qui vont au moins en principe avoir des conséquences sur le monde réel. Oui. Difficile de défendre des idées dont il n'est pas garanti, a priori, que l'application va résoudre tous les problèmes, dont il n'est pas garanti qu'elles vont apporter une solution à tout. Surtout lorsque l'une des idées concurrentes, c'est que il y a une recette qui peut être appliquée et qui va venir réparer tous les problèmes. C'est ça, c'est un peu ce que dit Daniel Tour dans une de ses vidéos du collectif Antigone. Il y a une asymétrie entre le libéral et le politicien socialiste. L'un dit que, écoutez, je vous propose la liberté, mais je ne peux pas vous garantir ce qui va se passer. Peut-être que dans 10 ans, on va inventer quelque chose qui sera formidable. Peut-être que si, peut-être que ça, peut-être. Et en face, tu as, moi, je vous promets ça, je vous promets ci. Comment tu veux lutter face à ça? Il y a un certain côté Père Noël, mais qui est rassurant. Et je pense que c'est un peu comme la promesse de la vie après la mort, c'est rassurant. C'est ça. Et ça s'applique pas que aux socialistes d'ailleurs, enfin tous les des gens qui seraient étatistes entre guillemets de droite, qui auront aussi des solutions en partant tu sais cette fameuse cette fameuse phrase, je sais plus quel est le chiffre exact, mais tu sais 2 millions de chômeurs, 2 millions d'immigrés. Donc on va fermer les frontières et puis tout le monde va retrouver du travail comme ça de manière automatique. C'est de la pensée magique, mais ça, ce que tu décris d'ailleurs, même si c'est plutôt à droite qu'on le voit, c'est une autre forme de protectionnisme. Tout à fait, c'est une autre forme de socialisme. Exactement, c'est une autre forme. On peut même parler de collectivisme, quoi. On retrouve toujours des idées un peu tribales d'ailleurs à la base. Bref, on va pas se lancer là-dedans. Sur le socialisme de droite. Ce sera encore de nombreuses heures. Écoute Arnaud, je propose de s'arrêter là. Si ça te va. Oui, je pense que... Je sais pas si tu as dit tout ce que tu avais à dire sur le livre. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. D'accord, très bien. Merci en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir relancé et d'avoir fourni des commentaires et des précisions tout à fait pertinents. Je te souhaite une bonne fin de dimanche. Bon après-midi et puis à bientôt alors. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.